Bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne YouTube de Moto Magazine, la seule chaîne la seule chaîne du PAF moto visuel. Oh, putain, j'y arriverai jamais, c'est un enfer. J'en étais sûr. Bon, Phil, tu l'as dit, vas-y. Allez, la seule chaîne 100% sur langue de bois du PAF moto visuel. Mon cher Axel, c'est un plaisir de te retrouver. Bah écoute, d'autant c'est qu'on cool. s'est dit, tiens, on va pas tourner au studio, on va tourner chez moi. Donc là, on est dans mon salon. Voilà. Il y a mon nain de jardin derrière toi. Voilà, donc on est chez Phil. Bon, l'envers du décor, c'est un truc de dingue. Hein. Des livres partout, des ordinateurs, des guitares. Voilà. Enfin, ça fait plus, je sais pas, entre mal à jouer et chambre d'ado, en fait, chez toi. C'est un peu moi, ça, c'est bien résumé. C'est bien résumé. On est là, mon cher Axel, pour parler d'un événement historique. Et je pèse mes mots, car une nouvelle Moto Guzzi avec un nouveau moteur Moto Guzzi, c'est à peu près aussi fréquent qu'un nouveau roi ou qu'une nouvelle reine en Angleterre. Ah bah, pour le coup, là, ça a changé il y a pas longtemps. Oui, mais exactement. là aussi, non, mais ouais, c'est clair. Alors, déjà, c'est cool parce que ça faisait quand même, en gros, tu me corriges si je me trompe, mais globalement, le V7 des années 70, il y a eu 2-3 évolutions importantes, mais enfin, on est un peu sur la même base technique. Oui, alors il y a eu, c'est ça, il y a eu le V7 culbuté, après il y a eu les arbres à cam en tête avec les Daytona à la fin des années 90, après ils sont passés aux 4 soupapes. Voilà. Il y a eu quelques évolutions, mais dans les grandes lignes, on restait quand même sur du bicylindre refroidi par air. C'était plutôt au niveau des culasses qui avait évolué, quoi. Voilà. Et là, c'est entièrement nouveau. Alors l'architecture... Aucune pièce commune. Comment on dit d'ailleurs? Parce que les gens disent que c'est un moteur transversal, mais non, il est longitudinal. Non, alors le problème, c'est que je fais une aparté, la petite aparté technique. En fait, les gens disent transversal parce que le V, il est transversal par rapport à la route. Mais il faut savoir qu'en technique, c'est l'axe du vilebrequin qui fait référence. Donc en fait, c'est un moteur longitudinal. Et le nouveau est comme ça aussi. Ouais, le nouveau est toujours longitudinal. Donc c'est la vraie dénomination, c'est ça. Alors qu'un V-twin du 4, lui, est transversal, alors que tout le monde dit longitudinal. Voilà. Ouais, d'accord. Ouais. C'est plus compliqué que ça qu'on pense à la mécanique, finalement. Ouais, non, mais c'est pas... Voilà, à chaque fois, bon, après, on reçoit des... Ah, vous dites là... Voilà, maintenant, c'est dit. Alors toi, qui es à la fois un féru de technique, un fin connaisseur de la chose mécanique, un grand fan de Moto Guzzi, puisque tu en as eu des dizaines et des dizaines et tu as fait de la compétition avec. Une quinzaine à peu près. Voir une nouvelle Guzzi comme ça, tu as dû avoir les tétons qu'on pointait pendant toute la période de l'essai, non? Alors déjà, oui, parce que je te cache pas que moi, toute la série depuis les V7 là, tu sais, des années 2000, les V7 Stone, tout ça, on va être très clair, ça reste des évolutions du moteur qui étaient ce qu'on appelle les petits blocs Guzzi V50, V65 des années 70 qui ne cessaient d'évoluer. Mais on était quand même sur du moteur... du replâtrage. Donc là, voir arriver un vrai nouveau Twin Guzzi. Alors, j'étais mitigé parce que j'étais très content de voir que Guzzi n'avait pas été abandonné par Piaggio Group parce qu'il faut savoir que le développement d'un tout nouveau moteur, ça vaut un bras et qu'on ne va pas se mentir, le marché de la moto Guzzi, il n'est pas extensible. Donc, j'étais à la fois très content et je me suis dit, aïe, modernité, Euro 5, injection, refroidissement liquide et tout, est-ce que ça ne va pas perdre le charme d'un moteur de Moto Guzzi? Est-ce qu'on a la même sonorité? Tu la démarres les yeux fermés, c'est une Guzzi, ça reste ça? Alors franchement, et ça a été ma meilleure surprise, c'est que malgré le moteur ultra moderne, après on pourra rentrer dans les détails, il a gardé cette sonorité, ce tempo, cette espèce de pulsation, tu vois, vibratoire. Et ça, je me dis, avoir réussi à faire ça, parce qu'en plus il y a un balancier d'équilibrage, etc. Dès que tu le démarres, tu dis ah ouais, c'est bon, je suis à la maison. T'es à la maison. Voilà. Ouais, et ça, c'est il y a toujours cette espèce d'inertie, de côté un peu bancal qu'on apprécie dans les good vibes. Avait-il le choix pour une marque comme Moto Guzzi? C'est comme un peu Harley, c'est-à-dire que si tu sors, d'ailleurs, on en a la preuve avec les Harley, ils ont fait le Révolution, à part dans la panne européenne où il a sa place. Dans les deux versions des Sportster, ça le fait pas, quoi, soyons francs. Donc en fait, Guzzi, ce que je trouve génial, c'est qu'ils se sont dit, il faut qu'on garde cet esprit, il faut qu'on garde ce moteur de locomotive qui a du souffle, qui a de l'inertie, parce qu'en fait, il n'est pas très performant dans l'absolu par rapport à sa cylindrée, mais franchement... Rappelle-nous les chiffres. On est à 115 chevaux, je crois. Chevaux, c'est ça. Avec 10,7 mètres kg de coupe. C'est pas des chiffres exceptionnels, mais
Ce moteur, je rassure tous les guzistes, il a le son, le tempo, le caractère, la vibration, il a tout ce qu'on aime d'une moto Guzzi. Alors ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, autre question, une Guzzi, c'est aussi une moto qui a eu pendant très longtemps des tenues de route très sûres, notamment par rapport à la concurrence japonaise de l'époque, qui ont une forme d'agilité, qui ont une forme... Voilà, c'est pas des ballerines. Est-ce que là, tu retrouves cette facilité de conduite, ce côté serein en toutes circonstances, d'une Guzzi un peu à l'ancienne, et est-ce qu'elle a mis le curseur vers le sport, vers le tourisme, parce que quand tu vois son look, t'hésites un peu en fait. Moi je la trouve sublime, notamment en verre métallisé. Enfin, je la trouve très très belle, mais tu vois pas très bien ce qu'elle veut te promettre. Dans quel segment elle se situe. Elle joue. On voit toujours pas en fait. La preuve, c'est que là, j'essaye de mettre sur pied un comparatif. C'est pas évident de trouver des motos assez frontales. Alors, par rapport aux années dont tu cites, elle a plus cette espèce de delta de tenue de route par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'elle tient pas mieux la route que les motos d'aujourd'hui. Par contre, elle a gardé cette espèce de stabilité, de neutralité, doublée. En fait, ce qui est bien chez Guzzi, c'est qu'ils arrivent à faire des motos. Elles sont lourdes. Donc elles ont de l'inertie, mais l'inertie aide presque la moto. C'est-à-dire que je ne sais pas comment ils font. Ils ont réussi à faire une moto qui est lourde parce qu'ils n'ont pas le choix au niveau architecture technique, le cardan, etc., le cadre en acier. Mais l'équilibre est tellement bon, c'est-à-dire qu'elle se balance. Alors attention, c'est pas une sportive, mais elle a un comportement super sain, super neutre et presque agréable. Ce côté, tu vois, je la pose sur l'angle. Le twin qui tracte, etc. Donc on n'est pas sur de la performance pure. Je veux dire, une Ninja 1000SX tient mieux la route et plus incisive. Là, tu es sur une NT 1100 quelque part, non? T'as un grand au-dessus au niveau. Alors, la version S, je fais une aparté, c'est suspension semi-active Öhlins Smart 2.0. Donc on est quand même au-dessus d'une NT 1100, clairement. Mais elle a gardé cette espèce de naturel qu'ont toujours eu les Guzzi. Et moi, je la placerais. Alors, c'est un peu compliqué à placer. C'est un roadster. Alors, c'est lui faire offense ou la plébiscité. Tu te rappelles les Bandits 1200 ? Bien sûr. Tu vois, voilà, ces espèces de gros roadsters confortables, quand même un peu dynamiques avec un gros moteur. Donc, elle va satisfaire les gens qui cherchent une moto pour se balader le dimanche. Une 1250R de chez BM, un truc comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, effectivement, on aurait aimé qu'elle soit un peu plus GT. Malheureusement, la bulle d'origine, elle ne protège rien. Et puis après, on parlera des petites oreilles qui décollent. Là, ça aussi, c'est assez rigolo. D'accord. Alors justement, parce que tu parles de ça, au niveau équipement, j'ai vu tableau de bord TFT, cartographie moteur. Maintenant, il y a tout sur la Guzzi. Il y a ça, il y a une centrale inertielle, un IMU, il y a un cruise control. Il y a tout ce qu'ont les motos modernes, bien évidemment. Il y a 4 modes cartographiques. Tu peux tout régler, paramétrer. Il y a effectivement les suspensions Öhlins Smart semi-actives qui se mettent en fonction du mode. Donc, au niveau équipement, tu as vraiment la totale. Mais j'aurais préféré qu'ils enlèvent peut-être un ou deux trucs électroniques pour te mettre une bulle un peu plus... Ouais, une bulle réglable, en fait, limite, pour être franc, moi, j'ai trouvé tellement décevante la bulle qu'à midi, j'ai demandé qu'ils me mettent la bulle... Il y a une bulle en option. Qui mettent la bulle optionnelle pour rouler l'après-midi et c'était quand même c'était pas non plus une GT mais c'était nettement mieux. La bulle d'origine elle est juste là pour être jolie en harmonie avec le carénage. C'est leur côté italien quoi. Ouais c'est ça, voilà, c'est beau et tout. Mais bon au niveau protection non on n'y est pas quoi. On est sur un roadster. Voilà. Alors les oreilles de lapin là sur le réservoir, mais qu'est-ce qui leur a pris quoi? Alors, je veux dire un excès de limoncello, un pari raté. Non mais ils ont voulu dire qu'ils étaient les premiers dans l'histoire de la moto à avoir un carénage adaptatif. Voilà, pour être franc et Dieu sait si j'aime les motos Guzzi, c'est pas très efficace. Alors c'est un truc qui se déploie à partir de 70 km/h mais qu'on peut paramétrer en fonction des modes moteur, qu'on peut aussi paramétrer pour qu'il s'ouvre avant enfin bref, au final le truc c'est qu'à un moment tu fais 15-20 bornes et tu dis mais combien de fois il s'est ouvert ou fermé le truc, ce qui est révélateur sur le fait que c'est censé faire quoi en fait? Alors c'est censé te dévier l'air en fait, c'est des petites oreilles qui s'ouvrent sur les côtés et c'est censé te dévier l'air ici pour avoir les cuisses et le bas du ventre en plus même si c'était efficace. C'est censé que t'aies moins froid à ce niveau-là, mais en fait, c'est pas là que t'as vraiment froid. Donc, si je résume, les mecs se disent tiens, on fait une bulle qui protège pas, mais on va leur protéger les couilles. En gros, c'est un peu ça. Alors, ouais, évidemment. C'est super comme idée. Ce qui est drôle, c'est qu'au premier arrêt café, donc au bout de 2,5 km chez les Italiens, tu descends de l'usine, c'est sur le lac de Caume, forcément. Non, mais blague à part, après avoir roulé un peu, j'ai fait mais les gars, ils m'ont fait non mais il faut que tu roules par moins 35 et à 230 km/h pour t'en rendre compte. Fait, ah d'accord. Donc ils étaient assez drôles, mais entre les lignes, ils disaient bon oui ok en fait c'est un gadget, ça donne un truc assez joli parce que
il y a un petit détour, tu vois. Oui, mais au niveau efficacité, je vais être très clair, ça n'apporte rien. Alors toi, tu as roulé sur la version haut de gamme. C'est quoi la différence d'équipement entre la standard et la haut de gamme? Principalement, il y a 2000 € d'écart, c'est ça? C'est les suspensions? Oui, alors les prix, c'est ça. Il y a un peu plus que ça. Plus. Il y a 15 499 €, c'est la standard, et 17 999 €, c'est 2500 balles, d'accord. Voilà, la version S. Donc en gros, c'est de l'équipement électronique et surtout les suspensions pilotées. D'accord. Voilà, la version. Et puis après, tu as une version aussi aéronavale italienne, la Aeronavale Militare. Bon, voilà, elle a un look. La plus sympa, c'est la verte. C'est la version S, quoi. Donc, en fait, le delta de prix, vaut mieux prendre la S pour le coup. Ouais, en général, on n'est pas de genre à pousser à la consommation. À pousser à la conso, mais la S, les suspensions, elles sont bien, les All-in Smart, elles sont bien foutues. Donc voilà, après, tu vas me dire, plus de 17 000 € pour une moto qui finalement n'est qu'un gros roadster. Tu sais, une Multistrada V2, c'est 17 000 balles. Hein. Ouais, alors une Multistrada V2, ça a des aptitudes touring, en duo, etc. Bon. Moi, j'ai fait un peu de duo pour essayer, tu vois, parce que j'ai roulé avec Damien Bertrand. Das Gunther, que l'on salue. Voilà, Das Gunther. Auf Wiedersehen, Das Gunther. Et bon, non, ça reste un gros roadster sympa pour aller faire ta petite balade du week-end. Pour aller... Maintenant, c'est pas une GT, ou alors il faut l'équiper, et là, tu vas passer à 20 000 si tu veux les valises, etc. Non, c'est un bel objet, c'est une belle Guzzi. Le moteur est beau, le moteur est sympa. Mais c'est une moto passion plus que raison. Voilà. D'accord. Alors on imagine qu'ils n'ont pas lâché le morceau, même après 3 Limoncello, mais quand tu dépenses autant de thunes pour faire un nouveau moteur, on imagine que tu auras une Norge, une Stelvio, une Kota, j'en sais rien, enfin une gamme de trail routier, de routière. Non, mais ils s'en cachent pas. Ils vont faire. Alors la GT, quand tu vois le marché du gros trail, ils sont quand même pas idiots. La dernière chez eux, c'était la Norge. Qui n'était pas une mauvaise moto, mais bon, qui ne s'est pas vendue non plus. Voilà. Enfin, elle était bien décalée par rapport à l'époque, il y avait des GT partout. Non, mais c'est vrai, elle était bien, mais ce n'était pas une mauvaise moto. Oui, voilà. Donc, moi, ils m'ont plutôt parlé effectivement d'un trail en priorité. Voilà. La GT, voilà. Le trail, c'est sûr. Alors 115 chevaux, sur le marché du trail, on n'est pas dans le cœur de cible. Est-ce que ce moteur-là peut, toi, avec tes connaissances techniques, est-ce qu'il peut gagner en cylindrée? Est-ce qu'il peut gagner en puissance? Est-ce que l'architecture est ouverte, en fait? Ou est-ce qu'ils ont ce bloc et puis c'est figé comme ça? Il peut évoluer. Alors, il ne peut pas passer de 115 à 160 chevaux, c'est sûr. Non, mais il peut passer de 1000 à 1200. Enfin, tu vois, oui, alors après, oui, je pense qu'il y a des évolutions. Mais tu sais, ils m'ont dit un truc très juste, que j'ai eu la même réflexion que toi. J'ai dit, bah oui, mais par rapport à la concurrence qui fait 150 chevaux, il a fait... Vous avez qu'à regarder le succès de notre V85 TT, qui était un peu à la marge, qui a même pris un peu le contre-courant, et qui finalement, alors, à l'échelle de Guzzi, est un vrai carton commercial. Oui, c'est clair. Alors que c'est une moto, si tu regardes la fiche technique, elle est lourde. Oui, 85 chevaux. Tu prends par exemple, je sais pas, la concurrence, c'est une KTM Adventure 890. Tu prends... bon, voilà. Et donc, ils sont plutôt sur cette dynamique-là de se dire... Moto Guzzi, c'est un esprit, c'est une manière de concevoir des motos. Et je pense qu'un trail avec 115 ou 120 chevaux, ça suffira largement pour les Guzzistes, en fait. D'accord. Voilà. Très bien. Des défauts à cette moto? Écoute, alors on n'a pas beaucoup roulé. Ouais. On a fait 110 km. C'est un peu le problème, c'est qu'autour du lac de Côme, c'est beau, mais les vitesses... Moi, le défaut, je te dis, c'est la protection. Ouais, l'aptitude au grand tourisme, alors que c'est une moto qui s'y prête. Voilà, c'est la protection. Moi, j'aurais mis une bulle un peu plus correcte. Voilà, c'est ce qui m'a vraiment le plus gêné, c'est ça. Sinon, la boîte est douce, la transmission est douce, le moteur est sympa. Ouais, c'est la protection. Et puis, une fois n'est pas coutume, la moto est déjà dans le réseau, hein, Moto Guzzi. Elle est déjà dans le réseau. Donc, on a hâte de la reprendre et de la faire rouler. Elle a déjà un petit succès. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça frétille pas mal. Il y a pas mal de ventes, quoi. D'accord. Donc, ils sont assez contents. Ils sont sur une bonne dynamique. Voilà. Mais je pense que la version... soit ils font une vraie version GT. Voilà, et ça sera pas mal. Mais je pense que ce moteur-là, dans un trail, dans une V110 TT, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. Oui, pourquoi pas. Ouais. À mon avis, ça sera une super moto. Dernière question avant de conclure. Fabriqué toujours à Mandello del Lario, comme depuis 1921, ou pas? Parce que voilà, la mondialisation, quand tu vois qu'aujourd'hui, les Harley ont des autocollants Made in Thailand, les Triumph aussi, les Ducati, ça commence à être ça. Est-ce que Guzzi ne serait pas finalement la dernière moto construite par un petit Gepetto un peu abîmé là au bord du lac de Côme, ou pas? Alors, tu as posé la question que je ne voulais pas que tu poses. Merde. Ouais, tu me connais, j'adore poser des questions comme ça. En fait, pour tout vous dire, on est allé à l'usine de Mandello
Et moi, je la connais, cette usine, parce que j'y allais dans les années 80. Chaque année, il y avait un meeting. Et là, c'était les machines-outils. Ça sentait l'huile de coupe. Il y avait des tours, des fraiseuses. Là, il y a quelques tours, quelques fraiseuses. Il y a surtout 3 mecs qui se battent en duel. C'est-à-dire qu'ils assemblent plus qu'ils ne fabriquent. Et je vais être franc avec toi, comme je suis un journaliste toujours prêt à l'investigation et ayant comme amour cette marque, je suis un peu sorti de la visite guidée et je suis tombé sur des grosses palettes. Tu vois, Madine Montreuil. Non. Je suis tombé sur des grosses palettes et je suis allé voir ce que c'était, parce que je me suis dit, bon, ils assemblent, donc d'où viennent les pièces. Et là, je te cache pas que sur une grosse palette, il y avait écrit The Zhongsheng Incorporated Xinjiang China. Ouais. Et en fait, c'est les boîtes de vitesse. D'accord. Voilà. Donc je pense que personne n'y coupe. On va bientôt apprendre que c'est CF Moto qui fait les boîtes de vitesse. Voilà, non, mais il faut pas se leurrer, les gars. Il faut pas se leurrer. C'est que j'ai même pris une photo, mais que j'ai effacée parce que j'y arrive pas. J'aime trop la marque Guzi. Non, mais voilà, et j'ai vu qu'effectivement les boîtes de vitesse venaient de Chine. Mais je ne sais pas si aujourd'hui un constructeur n'a pas besoin un moment d'acheter en Chine une pièce détachée ou sous-traitant. Donc, en tout cas, les boîtes de vitesse sont faites en Chine. Voilà. Le reste de la moto, si on a du Brembo, du Öhlins, donc on sait que c'est pas chinois. Mais c'est vrai que j'ai vu des grosses palettes où les boîtes de vitesse arrivent complètes montées et sont fabriquées en Chine. Voilà. Bon, merci de l'info. Coco, on a hâte de rouler quand même avec cette machine. Ça m'ennuie de l'avoir dit, ça, tu vois. Mais bon, à un moment, il ne faut pas mentir aux gens. On n'est bien la seule chaîne 100% sans langue de bois. Voilà, une nouvelle preuve supplémentaire. Donc je l'avoue. Voilà. Merci encore, bravo d'avoir ici cette moto qui donne bien envie. Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires de cette Guzzi V100 Mandello. Allez-vous recraquer pour une production italienne, une moto un petit peu à part, avec une marque unique, une marque historique. On en parle dans les commentaires. Merci frérot pour cette émission. Écoute, je t'en prie. Et surtout, voilà, sur le casque. Mac de décembre, numéro 392. Il y a plein de choses, hormis l'essai de la Mandello. Il y a un comparo, les nouveautés, etc. Donc allez-y, parce que ça nous permet que tu nous invites chez toi. Oui, de manger déjà un petit café. Voilà, prendre un petit café, manger des gaufres liégeoises. J'ai même prendre des gaufres. Voilà. Bon, allez. Allez, ciao, bisous sur le casque. Soyez prudents. À très bientôt sur la chaîne YouTube de Motomag. Ciao.